Welcome, my fellow brothers, on Reward Hammer. Et salut à tous les amis, salut à tous et bienvenue sur Rural Hammer, le podcast du Wargame à l'ancienne et du Warhammer bien de chez nous pour un nouvel épisode de sa rubrique phare. C'est notre projet. Et là, j'ai envie de dire, c'est peut-être bien le projet définitif. C'est le méga gros projet. On va parler, eh bien, dans le cadre de notre cycle d'émissions consacré aux Aeldari, ou plus communément aux Eldar, on va parler de la faction Inari. Donc la faction Inari, qui a pris naissance lors de l'arc narratif Gathering Storm, donc qui sera l'ouvrage de référence à consulter si vous voulez en apprendre plus sur la partie lore de cette nouvelle faction. Donc on avait décortiqué un petit peu le chapitre Fracture de Biel-Tan lors du Faction Focus Aeldari, qui s'intitulait Fantastique Vaisseau Monde, car oui, un vaisseau monde c'est naturellement fantastique, mais du coup la partie Inari c'est un gros morceau, et dans le cadre d'un projet Warhammer 40 000, moi j'ai envie de dire que c'est le roi de tous les projets. Si on en reste aux Eldar, il s'agira au sein de cette faction du projet Eldar le plus protéiforme, esthétiquement sans doute le plus bariolé, mais peut-être également le plus tourné vers l'avenir, parce que cette parenthèse de lore à peine ouverte, à mon sens, elle a vocation à continuer. Comme on en avait parlé dans le Faction Focus, je pense que la race Eldar, qui se précipite de plus en plus vers sa propre extinction, risque bien de gagner en puissance. Donc le lore de toute cette partie Inari, il est assez passionnant, et de plus, il pourra facilement être mis au cœur d'une véritable campagne narrative. Donc si on veut recréer quelque part les événements importants de la fracture de Biel-Tan, on pourrait imaginer des matchs Inari contre Kotri et Moncul, contre les démons de Slaanesh, face aux apôtres de Nurgle sur le vaisseau monde Iyanden, face à Khorne sur le vaisseau monde Biel-Tan, face aux Thousand Sons au sein même de la toile, etc. Il y a eu énormément d'affrontements clés lors de cet arc narratif, et tout ça sans compter l'arc suivant qui consiste à tailler la route en direction d'Ultramar, visant à ressusciter le primarque rebooté Guilliman. Au sein de cette odyssée visant à regagner Ultramar, il se passe encore pas mal de choses, et ça peut encore s'incarner via de nouveaux match-ups. Donc définitivement, dès que le lore est passionnant, les batailles le seront tout autant, du moins si on prend la peine d'en écrire quelques-unes soi-même. Donc Inari, très bon plan au final, car à mon sens, c'est l'une des factions qui sera le plus tournée vers l'avenir, je le pense. De plus, cette faction Inari, elle jouit d'un détachement qui lui est dédié donc dans le dernier codex Eldar. C'était déjà le cas en V9, mais bref, on a un détachement qui s'appelle les Dévots de Ined et que l'on peut incarner à Warhammer 40 000. Donc, ça fait partie du codex. Donc, ce détachement Inari, il va naturellement profiter des mêmes règles d'armée que toute autre armée Eldar. Donc, il va pouvoir jouir des fameuses manœuvres agiles. Je vais pas revenir dessus plus que ça, on en avait longuement parlé dans le Faction Focus, mais ces manœuvres agiles, c'est une véritable foire au mouvement. Vous pouvez augmenter votre propre mouvement, et vous avez tout un tas de reactive moves à activer durant le tour adverse. Et quelques trucs décisifs comme l'empêchement pour l'adversaire de déclarer un tir en état d'alerte sur les unités de votre choix, ce qui peut être tout à fait mortel dès lors qu'on joue des troupes très fragiles. Donc une véritable foire en mouvement,
beaucoup de réactions en fait durant le tour ennemi. L'armée Eldar est, je pense, l'armée qui vous offre le plus d'interactions pendant le tour de votre adversaire. Ça, c'est quand même à Warhammer 40 000, c'est appréciable parce que il n'y a pas 36 réactions à faire durant le tour ennemi, à part un petit état d'alerte de temps en temps. Honnêtement, ça va jamais chercher bien loin. Les Eldar vous offrent quand même ça. Ils vous offrent tout un tas de manœuvres réactives à activer durant n'importe quelle phase du tour ennemi. Eh bien, ce détachement Inari, donc il conserve ce noyau dur, ce système de Battle Focus Tokens, donc vous en aurez un nombre fixé par le format de votre partie, que vous jouiez à 1000, 2000 ou 3000 points, vous aurez un certain nombre de Battle Focus Tokens à dépenser, donc ça, vous le gardez. Donc les Inari ajoutent quoi par-dessus ça? Eh bien, ils en rajoutent une méga couche qui va faire de ce détachement clairement un gameplay expert. Là, on est vraiment dans le jeu très poussé, très stratégique, honnêtement assez inédit en ce qui me concerne dans Warhammer 40 000. Les détachements du jeu, je les ai tous lus. Celui-là, il pousse le jeu, mais bien plus loin que tous les autres, à mon sens. Bon, on va parler tout d'abord des règles de base de ce détachement. Alors, de base, je trouve qu'il y a quand même une assez mauvaise surprise, ça va être l'obligation d'intégrer Ivren et ou le Visarch. Pourquoi obligé à ça? Je veux dire, Ivren, c'est un peu le leader suprême de la faction. Quand on joue à 1000, putain, on n'est pas censé pouvoir l'intégrer. Donc moi, d'office, honnêtement, cette règle, j'ai bien envie de l'ignorer. Ça dépend en fait du projet qu'on va avoir à mener. Bon, aujourd'hui, vous vous doutez bien, il va s'agir d'un énorme projet, donc évidemment qu'on va mettre Ivren. Mais si vous jouez à 1000 points, ne mettez pas Ivren, sans déconner. Même à 2000, en vrai, c'est discutable. Bon, là, dans l'état des règles, il vous oblige à choisir l'un des deux, Ivren ou le Visarch. Et un de ces deux, Gugus, va devoir être votre Warlord. Bon, là, on parle de figurines superbes, c'est le fameux Triumvirat d'Ined, donc Ivren, le Visarch et l'avatar de Ined, plus connu sous le nom d'Incarne. J'ai envie de dire, autant se faire plaisir et intégrer tout le monde, parce que là, on parle de figurines, mais d'exception. Et une autre mauvaise surprise, c'est qu'à l'époque, on avait un kit qui regroupait toute la petite troupe, et désormais, il n'existe plus. Ces enfoirés, maintenant, vendent ça à l'unité, et autant vous dire que ce Triumvirat achetable à l'unité, c'est cher, c'est vraiment cher. Donc oui, d'ailleurs, je ne l'ai toujours pas, moi. Donc si vous avez un Triumvirat qui traîne, là, regarde, suite à ma dernière émission, j'ai réussi à récupérer les bouquins Gathering Storm. Oh, béni soit Ruralameur pour m'apporter des reliques du passé que j'ai loupées. Eh bien allez, je retente le coup. Si vous avez une petite boîte Triumvirat d'Ined à vendre, je vous l'achète avec grand plaisir. Donc, passer en fait cette espèce d'obligation qu'on peut tout à fait ignorer, n'oubliez pas que ici on parle de wargame à la cool, on peut tout à fait ignorer ça sans problème. On va maintenant en fait voir en quoi consiste exactement l'ajout en termes de gameplay de ce détachement Inari. Donc, on a toutes les manœuvres agiles du monde, et bien on va avoir d'autres moves au nombre de 3 et qui eux ne sont pas en fait des manœuvres agiles. Ce sont des règles que vous allez pouvoir un peu déclencher quand vous voulez. Il y a pas vraiment de garde-fou là-dessus. On peut les spammer, on peut le faire plusieurs fois. Bref, il n'y a pas vraiment de limitation, du moins si je n'ai pas lu la chose de travers. Mais du coup, ces règles, elles vont se concentrer sur le fait que on parle ici d'une armée au service du dieu des morts et que chacun de vos morts va nourrir votre armée en puissance. Donc on va retrouver premièrement le Little Intent. Ça se passe à la fin de tir ennemi. Si cet ennemi vous a bousillé une unité, eh bien l'une de vos propres unités à proximité, c'est-à-dire à 6 pouces de cette unité détruite, va pouvoir faire gratuitement un move de D6 plus 1. Donc c'est quelque part une manœuvre agile maquillée, mais le résultat c'est ça, c'est que vous allez avoir encore une couche de move supplémentaire. Le deuxième, c'est le Little Surge. En cours de phase de tir adverse, une unité touchée
et donc non détruite, va également bouger de D6 plus 1 pouce. Donc ça, on retrouve ça déjà sous la forme d'une manœuvre agile. Mais celle-ci, elle vous permet de placer cette unité en contact avec l'ennemi. Donc vous savez ce que ça veut dire. Durant le tour ennemi, se mettre nous au contact, ça va nous donner le fight first, car on compte comme étant déjà engagé, et donc c'est vous qui taperez en premier. Donc là, stratégiquement, il y a des trucs de zinzin à faire avec cette règle-là. Et pour en finir, le Little Reprisal, une unité abîmée au corps à corps, eh bien, gagne le fight first. Donc on parle de 3 moves comme ça, en vérité extrêmement puissants, si tant est qu'on les manie à la perfection. Je vous en ai déjà parlé, mais l'armée Eldar ne tolère pas la moindre forme d'erreur. Donc ici, on va retrouver ça dans une version encore plus, à mon sens, extrême que celle du détachement générique Battle Host à Eldari. Donc, on est sur un gameplay qui va tourner beaucoup autour du séquencement, du placement et de vos unités diminuées. Ces unités blessées qu'il va falloir manœuvrer le plus intelligemment du monde. Et pour les manœuvrer intelligemment, on va pouvoir profiter de toutes les manœuvres agiles des règles d'armée Eldar de base. Bref, c'est super technique, c'est également super nerveux, et très personnellement, moi je n'ai pas le niveau de jeu nécessaire pour avoir une vraie lecture poussée de la chose. Les Inari, je les ai affrontés plusieurs fois, honnêtement, dans les mains d'un joueur expert, c'est délirant. C'est délirant, vous ne pouvez, même en fait en jouant le jeu d'intention, c'est-à-dire que votre adversaire va vous prévenir de tout ce que potentiellement il sera capable de faire, même en faisant une partie comme ça, avec beaucoup de jeux d'intention, vous ne pourrez jamais prévoir tout ce qui va vous arriver dans l'achetron, les mecs. C'est pas possible. L'armée Inari, elle est comme ça, elle est complètement imprévisible, elle est plus que mobile. Là, elle est vraiment sur-mobile. Et on va maintenant passer aux améliorations et aux stratas qui vont définitivement enfoncer le clou. Du côté des améliorations, on va pouvoir avoir accès à des améliorations pour tous les types de personnages à Eldari Inari. Donc un grand prophète Eldar va pouvoir gagner la Deva Wound sur ses tirs psychiques, sympa. Un Warlock va pouvoir vous servir à déclencher des tests de Battle Shock. Un Archonte Drukhari va pouvoir s'ajouter 2 attaques. Et une Succube Drukhari va pouvoir avoir accès à une reroll des blesses. Bref, tout le monde a son petit quelque chose en plus, c'est pas hyper cher en points et c'est tout à fait sympa. Pas fondamentalement structurant par contre. C'est du côté des stratas, vous l'imaginez bien que ça va se passer. Déjà, si vous avez une unité qui meurt, avec un petit PC, cette unité morte, eh bien elle va pouvoir sticker l'objet sur lequel elle était. Et ça, waouh! Ça, c'est extrêmement puissant, enfin du moins dans une mécanique traditionnelle de match play. Parce que d'habitude, le jeu, enfin le premier truc qu'on fait à Warhammer 40 000, c'est de dérouiller une unité pour qu'elle perde l'objet. Ici, ce stratagème vous refuse ça. Et si même on s'amuse à jouer la sécurité et à mettre 2 unités par objet, là ça devient techniquement ingérable. Cette unité qui meurt, faut pas oublier que l'unité pas loin, elle a le droit à un mouvement. Donc en fait, même si vous ne claquez pas ce strat, l'objet, elle peut quand même retourner dessus. Bref, stratagème extrêmement puissant. Ensuite, on a accès à un -1 bless sur l'unité de notre choix. Très bien, ça j'ai envie de dire, on a une en du 3 majoritairement, on va pouvoir protéger quand même solidement une unité avec un -1 bless très précieux. Autre stratagème qui va vous donner une reroll des touches au corps à corps si votre unité est blessée. Si une unité Drukhari est blessée, on en a parlé, potentiellement, elle a déjà un fight first. Si vous êtes venu au contact de votre ennemi durant son propre tour, eh bien, vous pouvez encore jouer l'agression en dépensant cette petite reroll des touches. Très, très précieux. Elle sera précieuse dans toutes les configurations. Si vous faites débarquer des incubes d'un raider et qui charge, naturellement, vous serez content d'avoir un reroll hit. Préalablement, vous auriez dépensé une petite manœuvre agile qui empêchera votre adversaire
choisir de lui tirer dessus. Voilà, on est tout à fait dans le gameplay Eldar contre lequel tu ne peux rien faire. Ensuite, un stratagème immensément logique qui va être un fight on death. Voilà, très logique, hein. Les Inari, quand ils meurent, ils se gorgent de puissance, et ben voilà, on tape en mourant. Là, c'était tout simplement un incontournable pour ce type d'armée. Autre stratagème qui vous offre un Lethal Hit plus Ignore Cover durant votre phase de tir. Et ça, les gars, ce n'est pas rien. Même sur de la troupe de base équipée de catapultes shuriken avec un gros volume de tir, bah, ça fera rire personne de se faire cartonner avec du létal et de la PA-1 qui ignore les couverts. Hein. Très très puissant. Ça marchera très bien également sur des grosses unités de moto. En vérité, ça marchera sur absolument tout. Si vous avez un ennemi bien à couvert, vous dégainez ça. Si vous avez un ennemi avec une forte endurance, vous dégainez ça. Si vous avez un ennemi avec une forte endurance dans un couvert, vous le déclenchez d'autant plus. Faites-vous plaisir. Et pour clôturer ce petit arc des stratagèmes, autre chose, durant la phase de tir ennemi, s'il vous dérouille une unité, eh bien cette unité, avec ce petit strat, elle peut tirer. Mais elle tire à son effectif de départ. Si le mec parvient à vous déglinguer une escouade de 10 Kabalites, eh bien ces 10 Kabalites ont, c'est une espèce de fight on death, mais au tir. Donc, c'est terrible, hein, tout ça. Chez les Inari, en gros, une unité blessée, elle va devenir plus rapide et plus forte et gagner des avantages comme le fight first. Et une unité détruite, quant à elle, elle va pouvoir garder des objets, avoir du tir réactif et du fight on death au corps à corps. C'est énorme, hein. Et du coup, ça nous donne le détachement qui vous offre, mais de très loin, le plus de jeux durant le tour ennemi. Une fois que vous combinez tout ça avec les manœuvres agiles, qui sont à elles seules un énorme morceau, je peux vous dire que ça groove sur le champ de bataille, quoi. Donc, tout ceci est immensément cool, mais on est, comme je vous l'ai dit, sur un gameplay vraiment expert. Ça va être, en fait, potentiellement, ce détachement Inari, une véritable niche à liste très, très optimisée qui vont être basées, justement, sur ces expert move entre guillemets et de toute façon on l'a vu à de nombreuses fois, hein, mais ça arrive de temps en temps que dans les plus grands tournois du monde il y a un mec qui se pointe avec une liste Inari que personne ne comprend trop et il va défoncer absolument tout le monde lors de grandes échéances. Donc en termes de jeu, je vais pas pouvoir vous en dire énormément plus parce que le simple fait de les avoir affrontés ne me donne pas toutes les clés de lecture nécessaires. Là, on parle vraiment d'un gameplay mais qui va se mûrir au fil des parties. Vous allez faire énormément d'erreurs au début, je pense. Par contre, dès lors que vous arrivez à faire des moves du tonnerre, quoi, du genre une unité détruite sur un objet, cet objet vous le gardez, une unité à proximité a le droit de bouger, elle se met au contact d'un ennemi, elle gagne le fight first, vous pouvez dépenser un strat qui lui donne une reroll des hits au cac ou ce genre de truc. C'est vraiment dévastateur, hein, potentiellement, parce que globalement, les unités Eldar, elles ont quand même un certain punch. Dès lors que ce punch a lieu durant le tour ennemi, là, on est sur quelque chose de naturellement optimisé, mais par contre qui ne sera jamais clé en main. Ce genre en fait de combo, va falloir réfléchir intensément pour le sortir au bon moment, au bon endroit et surtout, gameplay Eldar oblige, ne subir aucune contrepartie de la chose, quoi. Je l'ai déjà dit dans l'émission précédente, jouer Eldar, c'est sans arrêt faire du 49-3 à son ennemi. On refuse le trade, on fait du dégât et nous, on n'en reçoit aucun. Je pense que ce détachement vous offre tout ceci sur un plateau. Par contre, il est vraiment conditionné à votre niveau de jeu. Mais j'ai envie de dire, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Si vous jouez ce détachement régulièrement, nul doute que vous en maîtriserez tous les arcanes.
Bon, maintenant, on va en venir un peu plus précisément au projet en lui-même. Ce projet, eh bien, il consiste tout simplement à incarner l'armée d'Ivren. Cette armée, en fait, qui se groupe au fil des rencontres durant cet arc narratif qu'est la fracture de Bieltan. Donc, on est sur une armée protéiforme qui va regrouper un maximum de factions Eldar différentes. Et bah là, ce que je vous propose, c'est de faire tout ça dans une ambiance assez punk et gothique. Insister tout simplement sur le côté pirate, corsaire, ça peut être une belle éventualité aussi, mais moi j'ai envie que cette armée, elle ait cette fibre-là, quoi, un peu gothique punk. On parle d'une armée au service du dieu de la mort, donc quoi de plus logique. Donc dans cette armée, on va mettre beaucoup d'infanterie, pas ou peu de châssis construct, donc les châssis de garde fantôme, tout simplement parce que c'est bien spécifié, les stratagèmes ne fonctionnent pas sur eux, ça deviendrait beaucoup trop pété, et donc beaucoup d'infanterie, peu de construct et du transport en pagaille, des petits transports. On pourrait se dire, ok, c'est une armée qui se prêterait plutôt bien au jeu MSU, donc Multiple Small Units. Bah en vérité, pas forcément, parce que le gameplay tourne beaucoup autour de vos unités blessées. Et donc ces unités blessées, lorsque vous les sortez de leur couvert et qu'elles auront leur mot à dire en profitant des bonus, il faut quand même qu'elles aient un impact important. Donc bah, quelque part, les packs de 10, ils seront moins manœuvrables, mais également plus séduisants en termes de règles. Si vos survivants, c'est 3 Kabalites Drukhari, bah ok, vous aurez beau leur mettre une reroll des touches ou un fight first, ils feront rien du tout. Hein. Donc autant partir sur des packs de 10, du moins en majorité. Et donc dans cette armée aux multiples facettes, naturellement on va profiter de datasheets qui vont être d'une variété totale et qui vont encore davantage complexifier le gameplay. Donc là, il est temps de parler de ça, c'est que dans ce codex Aeldari, vous allez trouver énormément de datasheets Drukhari, et du coup qui gagnent le mot-clé Inari dans ce codex. Donc ça, quand vous montez votre armée, vous avez accès à toutes les datasheets Drukhari, mais seulement celles présentes dans le codex Eldar, et les unités Azuriani, elles gagnent elles-mêmes le mot-clé Inari. Donc en gros, la seule consigne, c'est qu'on prend absolument tout ce qu'on veut, mais cependant, on ne peut pas aller piocher les unités Drukhari du codex Drukhari. Il faut rester dans ce codex Aeldari. Donc naturellement, ils ont fait une sélection. Vous n'avez pas accès à toutes les datasheets Drukhari et elles vont être également un petit peu réécrites. C'est-à-dire que dans le codex Drukhari, on a des habiletés qui tournent beaucoup autour de leurs propres règles d'armée de ce codex. Par exemple, la puissance par la souffrance ou ce genre de conneries. Là, vous n'en aurez pas. Donc, ils ont réécrit un peu la chose. Ils l'ont même un petit peu simplifié. Globalement, les unités Drukhari de ce codex à Aeldari, putain, je vais m'en sortir, c'est compliqué. Elles ont un peu moins d'impact que dans le véritable codex Drukhari. Mais rien n'est pareil en vérité, parce que là, on a les manœuvres agiles. Les coups en poing, ils sont un peu rééchelonnés également. Je trouve qu'ils ont fait quand même un très bon boulot de réadaptation. Bon, c'est parti pour la liste, les gars. Évidemment, vous vous doutez bien qu'ici, on va être sur du 3000 points et je trouve même que c'est léger. Donc, tout va commencer naturellement par Ivren et sa bande. On va aligner le triumvirat d'Ined parce que là, on est là pour se faire plaisir, les gars. Donc, parlons un petit peu de ces personnages. Tout d'abord, Ivren avec son socle de cavalerie, ça je trouve ça un peu dommage d'avoir... Je déteste les socles ovales. Honnêtement, j'y réfléchirai le jour où je ferai la mienne. Je vais peut-être lui mettre plutôt un gros socle rond. Donc Ivren, qu'est-ce qu'elle nous donne sur un champ de bataille ? Bon, ce n'est pas une énorme guerrière. Elle a quand même une espèce de sort psychique qui s'appelle Storm of Whispers, qui est en fait directement lié au rapport assez charnel qu'elle a avec Ined, le dieu des morts. Donc elle balance une espèce de tempête de murmures qui nous fait quand même des 6 plus 3 attaques, anti-infanterie de plus. Donc ça, tu vois, quand t'es face à du custo, ça se prend, quoi. Devastating Wounds, PA-2, dégâts 1. Donc quand même un sort psychique plutôt velu. Au corps à corps, elle se bat avec cette espèce d'éventail,
pareil, hein, faut pas demander en quoi il est fait. Et ça nous fait 5 attaques de force 4, PA-3 quand même, et dégâts 2. Bref, quelques petites attaques, mais pas de quoi non plus fouetter un chat. Là où ça devient intéressant, c'est sa règle spéciale Word of the Phoenix. Tant qu'elle lead une unité, durant sa phase de commandement, tu jettes un dé. Sur un de plus, eh bien, tu fais revenir D3 plus 1 membre de cette unité blessée. Donc là, autant te dire que lorsque tu l'intègres, par exemple, dans une unité d'un cube, tu seras quand même assez ravi de faire repopper D3 plus 1 cube à chaque phase de commandement, quoi. C'est assez chaud. Et une autre petite règle, le héros de Ined, au début de la phase de combat, tu sélectionnes une unité ennemie avec laquelle tu es engagé. Toutes les unités Eldar de ton armée vont avoir une reroll des blesses de 1 sur cette unité en particulier. Bref, Ivren coûte 100 points. Honnêtement, c'est pas donné. C'est pas donné bon, après, c'est stylé, donc évidemment qu'on va avoir envie de la jouer. Passons maintenant au Visarque, qui est quelque part le maître d'armes d'Ivren. Là, on va être plus dans une optique de combat. Il dispose d'une épée qui va lui offrir pas moins de 3 profils d'attaque différents. Donc un profil naturellement de saturation avec 8 attaques et le Sustain Hits 2. Une vraie tempête, le gars. Bon, après, c'est force 4, PA-1, dégâts 1, mais c'est vraiment, voilà, là, c'est fait pour ça. C'est fait pour saturer. Dès lors qu'on se trouve envahi par des Poxwalkers, on sera ravi de dégainer ce type d'attaque. Ensuite, une pause de dueliste, hein, qui là, est un truc d'assassin. Donc, vous avez le mot-clé précision, le Devastating Wounds, 6 attaques, force 5, PA-2, dégâts 2. Donc, on est à peu près sur du simili custodes. Donc là, pour taper un personnage ennemi, ça va être quand même assez précieux. Il y a juste la force de 5 qui va pêcher un petit peu. Et ensuite, une pause mythique. Alors ça, on comprend pas trop ce que c'est. Ça a toujours le mot-clé précision et ça a le mot-clé anti-épique hero de plus. Ça veut dire que c'est un anti-personnage nommé, 4 attaques, force 3, mais on s'en fout parce qu'on a un anti-personnage nommé de plus, PA-4, dégâts 3. Donc là, quand vous faites face même à un énorme ton, je sais pas moi, un capitaine Space Marine en armure Gravis, il va le sentir passer. Hein. Donc globalement, le Visarque est un assassin. Il cogne bien dur, ça fait plaisir. Bon, ces règles, elles enfoncent le clou parce que tant qu'il lead une unité, cette unité a le fight first. Et tant qu'il lead une unité où il y aurait par exemple un autre personnage au hasard, Ivren, eh bien cette petite Ivren, elle gagne le Feel No Pain à 4 parce qu'il est également son garde du corps. Donc le Visarque, très sympa, un gros punch, un gros assassin et peut-être également le moyen de mettre votre Ivren définitivement à l'abri des saloperies du genre mot-clé précision. Et si on en vient à l'Incarne, donc l'avatar du dieu des morts, l'avatar de Ined, on est sur un avatar de Kane-like, c'est-à-dire un châssis avec 12 points de vie, endurance 10, save à 2, l'invue à 4 évidemment. Un vent de magie qui fait quand même bien mal, un D6 plus 3 attaque, c'est un lance-flamme, donc force 7, PA-1, dégâts D3, et naturellement au corps à corps, il frappe dur avec au choix 2 profils d'armes, un de saturation et un qui cogne, allez un peu façon Primarque démon. Je vous fais pas un dessin, vous savez comment ça se passe dès lors que ce genre de terreur arrive socle à socle. Mais il fallait bien trouver une règle spéciale mignonne comme tout à ce petit Incarne, et là, il faut avouer qu'ils se sont lâchés quand même. C'est-à-dire que une fois dans chacun des tours ennemis, si cet ennemi vous tue une unité, eh bien cet Incarne, vous pouvez le bouger là où a eu lieu la destruction de cette unité. Donc ça, idem en fait, stratégiquement, ça vous donne le droit à tellement de trucs. Imaginez, vous avez une petite unité de rangers infiltrée là aux premières lignes ennemies. Votre Incarne est dans votre zone de déploiement. Si le mec bute vos petits rangers, vous pouvez redéployer immédiatement l'Incarne proche, c'est-à-dire très très proche de l'ennemi. Hein. De toute manière, il n'y a même pas en fait c'est pas indiqué que vous devez être à 9 pouces de l'ennemi.
Donc, un peu quand vous voulez, l'incarne, bouf, il traverse une map entière pour venir venger quelque part une unité défunte. Donc, terrible quand même, quoi. Et à chaque fois que cet incarne va détruire une unité ennemie, eh bien, il va regagner, lui, des 3 points de vie perdus. Donc, on est sur un châssis à 260 points. Encore une fois, c'est pas donné, parce qu'il a pas non plus une endurance de fou, hein. Il est moins solide qu'un Land Raider, le mec. Mais néanmoins, sur table, ça vous donne ce délire en fait de pouvoir se téléporter là où une de vos unités vient de morfler. C'est terrible, hein, quand même, c'est vraiment terrible. Vous n'avez pas le droit de rentrer en portée d'engagement, mais c'est la seule limitation qui est indiquée. Donc au final, ce Triumvirat d'Ined, il vous offre quand même pas mal d'options de jeu, quoi. Ensuite, naturellement, on va commencer à aligner de la troupaille. Maintenant qu'on a notre triumvirat. Et en premier choix, eh bien, je vais retenir naturellement les corsaires. Les corsaires, c'est un kit kill team de toute beauté. Moi qui est largement dans mon top 5 des kits de Warhammer 40 000. Unité incroyable. Personnalité de ouf. Kit superbe. Possibilité de kit bash infini. Et en plus, énormément de rabios qui vous seront très utiles pour monter le reste de cette armée. Donc là, d'office, on va partir sur 2 packs de corsaires, chacun embarqué dans un raider. Parce que je trouve que le look du raider, ça leur va mieux, je trouve, qu'un wave serpent. Et avantage non négligeable, ils peuvent tirer depuis ce raider. Donc, naturellement, très très cool. Donc, 2 unités de corsaires et donc 2 unités de chaque type. D'une part, les corsaires Void Reavers, qui sont une battle line, qui ont plein de règles trop bien, c'est-à-dire vous avez le scout de 7 pouces et très naturellement en fait ces mecs vont plutôt être fiables parce qu'ils ont d'office la reroll des hits de 1 et si vous ciblez une unité sur un objectif, une full reroll des hits. Et on parle quand même d'une unité donc qui peut avoir full catapulte shuriken mais avec pas mal d'armes spéciales également, neurodisruptor, shredder, canon shuriken, même un vrai canon, hein, c'est-à-dire que le même canon que les gardes fantômes, un force 14, PA-4, dégâts des 6 plus 1, le genre de truc sur lequel on aime bien avoir une reroll des hits. Bref, une unité au tir quand même assez sérieuse et qui profite également de quelques options d'équipement offertes un peu par le kit Kill Team. Vous avez même accès à une petite invue à 4. Donc très très bonne unité. Et d'autre part, on va choisir les corsaires Void Scared cette fois, qui vont être un peu l'unité spécialiste des corsaires et qui là en fait c'est une mine d'or le truc. Enfin, c'est compliqué à jouer parce que ça regroupe énormément de profils différents et d'équipements différents, mais pêle-mêle, vous allez pouvoir avoir un psyker, un assassin. Il y a beaucoup de monde en fait dans cette unité-là. En plus, elle est de toute beauté. Eux aussi ont un mouvement d'avant-garde de 7 pouces. Ce sont des pirates, donc au début de la bataille, vous allez désigner une unité, et cette unité, contre elle, vous allez avoir à la fois le Lethal Hit et le Précision. Donc très bon choix en fait pour cibler par exemple une unité d'avant-garde de votre ennemi pour lui mettre un peu la misère et pourquoi pas faucher son personnage. C'est très très cool. Une fois par tour, vous allez pouvoir changer un jet de sauvegarde raté grâce au pierre esprit de votre prophète. Vous pouvez équiper l'unité d'un Fall Shoe qui va donner un Ignore Cover sur toute l'unité et là aussi une petite invue à 4. Donc tout ça c'est véritablement très bon et en fait ces corsaires, rien ne vous empêche de les équiper également en mode corps à corps. Et en corps à corps, franchement, on est quand même sur des Eldar qui ont tous une petite épée énergétique, force 4, PA-2, dégâts 1. Ça peut être tout à fait cool de les jouer un peu comme des simili gardiens d'assaut. Ils peuvent avoir eux aussi accès à des lance-flammes. Bref, encore une très bonne unité. Donc d'office, ces 2 unités, c'est personnalité de ouf. Bon, le coût en points est un peu aux fraises, on va pas se mentir, c'est un peu cher en points tout ça. Mais vous serez ravis d'avoir ces 2 très belles unités dans un raider. Et de plus,
ces unités, elles peuvent être leadées par aussi bien Ivren que le Vizark. J'en ai pas parlé, mais ces deux personnages, ils peuvent leader n'importe quoi. Ils peuvent leader absolument tout. Tout ce qui est gardien, tout ce qui est Kabbalite, Succube, Séraste. Ils ont quand même un choix de lead excellent. Et par exemple, un Vizark qui accompagnerait des corsaires taillés pour le corps à corps avec des épées énergétiques, honnêtement, ça fait rêver, ça a une bonne gueule, quoi, vraiment. Donc, très bon. Deux belles petites troupes embarquées pour commencer. On va continuer ensuite un peu dans la piraterie avec la partie Rangers. Et donc là, on va en jouer 2 unités de 5 et également, naturellement, une unité de 3 motojets. Là, c'est tout simplement parce que le côté punk, il est total chez ces figurines-là. Si vous vous amusez à les convertir un peu, vous n'aurez aucun mal à en faire des vrais dévots de Ined. Ils ont un look d'enfer, c'est très raccord avec les corsaires qui plus est. Là en plus également, vous pouvez vous amuser à mélanger un petit peu les kits. Corsair et Ranger partagent pas mal en fait de similitudes en termes d'habillage. Donc lâchez-vous à ce sujet. D'un côté comme de l'autre, on parle de kits véritablement premium. Et si on parle un petit peu des datasheets, tout est cool. Les rangers, naturellement, sont infiltrés. Ils ont tous le mot-clé précision. Ce sont plutôt des bons tireurs. Ils ont de la gueule, vraiment très bien, quoi. Avoir des petites unités comme ça de 5 qui ont le mot-clé précision et qui cognent quand même avec du dégât 2, c'est quand même très cool, quoi. Et en plus, il vous offre encore des possibilités de mouvement réactif. Si l'ennemi se rapproche trop de vous, à moins de 9 pouces, hop, on bouge de D6 pouces. Très très bien. Quant aux motojets, eh bien j'en avais déjà parlé. Ça sature bien au tir. Elles ont toutes une espèce de blaster qui font des gros tirs de saturation. Elles vous rajoutent encore des fusils de précision. Et en plus, elles ont une petite règle de marquage qui va, de mémoire, enlever le couvert à l'unité ciblée. Donc, vous voyez, en fait, côté règles spéciales, c'est touffu. Le simple fait, par exemple, d'additionner les règles spéciales des corsaires et celles des rangers, c'est chaud. C'est chaud parce que là, on parle d'armes standards, d'armes shuriken, de petits fusils de sniper, mais à force de multiplier les trucs comme in your cover, reroll des hits, etc., les armes spéciales, les personnages qui vous lead, qui vous rajoutent encore des bonus supplémentaires, on rajoute à tout ça les manœuvres agiles, les règles spéciales Inari, c'est une folie furieuse. On va rester dans le à peu près punk, naturellement, en sortant de l'Arlequin. Un tout petit détachement Arlequin. On va mettre 5 troupes dans un transport, 4 motos, le petit véhicule de soutien et pourquoi pas, naturellement, un petit perso. Et donc là, on a tout l'embarras du choix entre le bouffon tragique, le troupe master, le solitaire. Il y a 36 moyens. En tout cas, un tout petit détachement Arlequin comme ça, là, en fait, ça consiste juste à acheter toute la gamme. Et d'ailleurs, ça vous était offert dans une Combat Patrol très récente, mais je crois que c'était une édition limitée. En tout cas, la Combat Patrol qui est sortie dernièrement à Noël, là, c'était exactement le programme. Il y avait 5 troupes dans un transport, la déclinaison de ce transport en véhicule de soutien et 4 motos. Il me semble que c'était exactement ça. Donc ça, si vous avez ça sous le coude, naturellement, dans une armée Inari, ce sera tout à fait stylé. On n'aura là encore aucun mal à faire de ces arlequins des soldats moqueurs au service du dieu de la mort. Du côté des règles, je vais pas m'allonger énormément plus que ça. Honnêtement, les règles Arlequin, c'était un peu la déception du Codex Eldari. C'est pas ouf. Moi, de toute manière, je n'ai jamais trouvé des règles Arlequin à la hauteur de ce qu'ils sont réellement. Normalement, ce sont des créatures qu'on distingue à peine. Ils ont un art du combat, mais sans commune mesure. Ils sont bien au-delà, en fait, des guerriers aspects, par exemple. Ça, en termes de règles, je le retrouve pas. Mais à vrai dire, je ne l'ai jamais trouvé. Là, si on inclut des Arlequins, c'est tout simplement parce que c'est des figurines magnifiques. Bon, maintenant, on va parler un petit peu de la garde de votre Warlord. Bon, voilà, vous avez Ivren, vous avez le Vizark. On peut même très bien inclure ces deux personnages dans la même unité. Là, ici, je vais choisir des incubes. Une grande unité de 10 incubes
Là, c'est possiblement une unité de malade mental une fois que vous mettez les 2 persos dedans. Hein. Ce sera tout simplement votre Death Star. Mais bon, une Death Star avec une endurance 3, et c'est exactement pour ça que elle aussi, on va l'embarquer dans un raider. Concernant les incubes, donc un peu d'adaptation de règles, mais ils sont toujours redoutables au corps à corps. Hein. Ces mecs font quand même du PA-2 dégâts 2, hein, avec une force de 4 seulement cependant. Le sergent peut être équipé un petit peu différemment, il peut avoir un clève dans chaque main, et au début de la phase de combat, ce sont des tourmenteurs, et donc leur petite règle, c'est que l'ennemi va devoir procéder à un test de Battle Shock immédiat, le privant potentiellement d'un stratagème défensif. Mais en tout cas, avec le Visark, ça c'est, j'ai envie de dire, c'est auto-include, comme ils disent dans les émissions méta. Clairement, le Visark à la tête d'une unité de 10 incubes, c'est auto-include. C'est beaucoup trop stylé. Bon, on va se pencher maintenant plus particulièrement sur le côté Drukhari de la force. Et côté Drukhari, naturellement, on garde les trucs les plus punk, et c'est exactement pour ceci qu'on va mettre des Hélions. Ah ben non, on peut pas. Voilà, exemple typique d'une unité Drukhari qui n'a pas été réadaptée pour faire partie du codex Aeldari. C'est bien dommage parce que les Hélions, mais ils ont un look tellement mortel. Eux, d'office, c'est des énormes punks, quoi. Bah non, on peut pas. On peut pas. Globalement, en fait, la sélection des datasheets, elle va se cantonner aux troupes de base. Donc, naturellement, on va jouer du Kabbalite et du Séraste. Donc, là, au choix, faut voir. Est-ce que on joue des packs de 10, embarqués là encore dans des raiders, ou est-ce qu'on va se faire plutôt du MSU embarqué dans du Venom? Les Venom, honnêtement, c'est très séduisant, c'est très rapide, ça tire quand même pas mal. Hein. Il y a l'équivalent un peu de 2 canons shuriken. C'est cool, ça vous donne en plus des petites options de réembarquement. Donc là, j'ai envie de dire au choix, et ça dépendra surtout de si vous jouez du QG Drukhari ou pas. Naturellement, si vous jouez une énorme succube, là, la succube, on va la mettre avec 10 Séraste, ça ne fait aucun doute. Si vous jouez un Archon, pareil, il va rejoindre 10 Kabbalites. Par contre, vous pouvez très bien vous cantonner à des unités de 5 embarqués dans des Venom. C'est des unités qui vont être très utiles pour scorer, faire de la prise de map, voire en fait se sacrifier, parce que dans le gameplay Inari, il y a des trucs un peu vicieux qui consistent à sacrifier par exemple une unité pour que une unité proche ait le droit à un move. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est là que le gameplay devient véritablement expert, c'est quand on arrive en fait à faire du management de troupes blessées pour les offrir en pâture et récolter les bénéfices de leur mort. Donc en termes de jeu, je pense que c'est peut-être plus intéressant de la jouer MSU, et donc là on peut imaginer carrément 3 Venom embarquant du MSU Drukhari, peu importe la forme, hein, moi j'adore les deux, Séraste et Kabbalite quoi. Et naturellement à tout ça, on va quand même ajouter des Reavers qui eux font bien partie du codex Aeldari, et une belle escouade de 6 Reavers, ça c'est très cool, avec quelques armes spéciales, très bien. Quant aux coteries et moncules, elles ne sont pas de la partie. Et puis en termes de règles, mine de rien, c'est Gary Kabbalite, par exemple, il vous offre le Sticky Objo, donc très cool, déjà que vous avez un stratagème qui vous permet de sticker avec une unité qui vient de mourir, là vous avez ça de base avec les guerriers Kabbalites. Quant aux Séraste, elles sont très cool pour cliquer des unités ennemies parce que vous allez pouvoir les empêcher de fuir, ou du moins, si elles veulent fuir, elles vont devoir faire un test de fuite désespéré, donc ce qui peut être assez dissuasif quoi. Donc des petites troupes sympas d'un côté comme de l'autre. Là par contre c'est pas bien cher en points, et tant mieux. Après moi globalement je trouve que ce sont des datasheets qui ont perdu énormément de caractère avec la V10. Avant les Séraste c'était une folie furieuse. On avait plein d'armes spéciales, on avait des drogues de combat. Là on a eu tendance un peu à perdre tout ça. Donc dommage. Et donc ces unités là clairement il faut qu'elles aient un but en fait. C'est des outils. Elles sont pas là pour faire du dégât. Par contre, elles vont être là pour aller vite, pour capturer la map, pour être sacrifiées, pour nourrir quelque part la récolte foisonnante d'âmes du dieu des morts.
maintenant, parlons un petit peu du côté Eldar et donc du côté vaisseau-monde générique. Eh bien, ce vaisseau-monde, il va falloir naturellement le choisir. Et ici, dans une veine un peu punk goth, je pense immédiatement à Altanzar. Si on revient un peu vite fait sur le fluff de ce vaisseau-monde, il a été le plus proche du cataclysme lors de la naissance de Slanesh. Donc vraiment, il faisait une léchouille à l'œil de la terreur. Et durant les siècles qui suivirent, eh bien, ce vaisseau-monde n'a jamais cessé d'être aspiré par cet œil de la terreur. Donc à l'époque, le Seigneur Phénix Moganra faisait partie de l'équipage et il s'en est suivi une énorme séance en fait de bâtiments. Les mecs ont fait des travaux pour pouvoir faire des portails. Donc d'une part pour essayer de s'échapper et d'autre part en fait pour condamner l'entrée en fait des démons qui semblaient pulluler dans la zone. S'en est suivi une longue guerre d'usure contre les démons de toute forme en vérité. Altanzar a été la cible d'assauts répétés des démons. Donc vraiment un peuple en situation de survie, mais entre-temps, ils ont réussi, le Conseil des Prescients a réussi à fabriquer une porte de sortie pour son Seigneur Phénix, ce qui fait que Moganra, après des siècles d'âpres combats, a fini par quitter son propre vaisseau-monde avec la promesse un jour de revenir. Et cette promesse, elle a été honorée à la lumière, si on peut dire ça comme ça, à la lumière de la 13e croisade d'Abaddon. L'œil de la terreur étant à l'époque sans dessus-dessous, Moganra a trouvé une faille pour pouvoir y pénétrer, accompagné de toute une petite bande, une bande qui n'y survivra pas. Cependant, Moganra parvient à atteindre le vaisseau-monde d'Altanzar et finit par l'extirper de l'œil de la terreur. Et donc, les habitants d'Altanzar ont fait quelque part irruption au sein des autres vaisseaux-mondes durant l'arc narratif de la fracture de Bieltan. Et donc, les gens, en fait, se sont aperçus que ces Eldar n'étaient plus vraiment comme les autres. Leur proximité avec l'œil de la terreur en a fait des individus complètement blafards, hyper sombres et obsédés par le culte de la mort. Et c'est pour ça qu'ils rejoignent les rangs des Dévodinèdes sans la moindre hésitation. Donc, quelque part, n'est-ce pas là le vaisseau-monde rêvé pour incarner la partie Eldar d'une armée Inari? Donc là, on peut imaginer un peu tout, par exemple des gardiens de choc embarqués dans un serpent ou des défenseurs, peu importe. Naturellement, ils viennent d'Altanzar, donc on va aligner des faucheurs noirs. Également, on va mettre 6 motojets parce que des motojets, en fait, il en faut partout. Là, depuis tout à l'heure, j'en mets partout. Il y a de la motojet Harlequin, de la motojet Drukhari, de la motojet Eldar, de la motojet Ranger. On commence à avoir beaucoup de motojets sur table. Je pense que c'est indispensable pour avoir une armée qui va vite, pour avoir une armée qui soit fun à jouer. Ok, ça encaisse que dalle, mais ça va vous donner accès à tellement de trucs. Et puis surtout de la beauté, parce qu'une armée pleine de motojets, c'est toujours très beau. Donc naturellement, ici, on intègre des faucheurs noirs. C'est le choix le plus logique. C'est le vaisseau-monde natal de Moganra. Et d'ailleurs, on se ferait bien plaisir à l'inclure, Moganra. Mais je dois vous parler d'un autre truc très bizarre parce que dans une armée Inari, donc on vous oblige à mettre Ivren et dès lors qu'Ivren fait partie de votre armée, vous êtes strictement interdit d'inclure tout autre personnage nommé. En termes de jeu, je me dis pourquoi pas, ça évite d'avoir des listes débiles avec Ivren, l'incarne, l'avatar et 3 seigneurs Phénix. Mais tu vois, dans un cadre un peu casu ou quoi, où là on construit une armée un peu qui suit le fluff, tu dis merde, Moganra il aura tout à fait son mot à dire au sein de cette petite armée. Donc encore une fois, les règles, on en fait ce qu'on veut, et moi c'est vrai que avoir Moganra entouré de 2 escouades de 5 foucheurs noirs, à titre personnel, ça me plaît beaucoup. Là on est en train de faire une armée au service de la mort. Moganra, c'est littéralement la mort elle-même. C'est la grande faucheuse. Il a tout. Il a la faux. Techniquement, il est habillé en squelette avec une énorme cape. Voilà. Ouais, évidemment que moi j'ai envie de le mettre. Putain, elle est magnifique cette figurine. Elle est vraiment magnifique. Les faucheurs noirs aussi, c'est magnifique. Bon, de toute manière, on parle que de figurines magnifiques. Aujourd'hui, l'alternative
Au vaisseau monde Altanzar, eh bien, ce serait un petit détachement de gardiens noirs d'Ultué. Ultué, une partie en fait de sa population, a rejoint les rangs d'Ivren au grand dam en fait de son conseil des pressions. Et surtout, là encore, visuellement, c'est très très en accord en termes de style. Le style Ultué, c'est lugubre, c'est du noir et de l'os, donc ça rappelle la mort elle-même. Donc naturellement, ça s'intégrera le mieux du monde également. Et pour finir, pourquoi pas intégrer à cette liste quelques guerriers aspect un peu revêche. Pourquoi pas des scorpions, pourquoi pas quelques dragons de feu dans un falcon. Et il y a une piste immensément intéressante qui cependant n'a pas vraiment d'existence en termes de règles. Ça doit être accessible quand même dans la catégorie légende. Ce sont naturellement les Shadow Spectres, ces guerriers aspects qui n'ont pas encore connu les honneurs d'une vraie sortie plastique, qui était une unité Forge World et qui existe en fait via des proxys parfois de toute beauté comme chez Artle Miniatures. Les Shadow Spectres, là encore, c'est tout simplement la mort personnifiée. Ce sont tout simplement des spectres, quoi. Donc, ça aurait immensément de gueule à intégrer ça. Pourquoi pas en faire en fait une escouade qui nous viendrait elle aussi du vaisseau monde d'Altanzar. Ce serait, ma foi, fort stylé. Bon, avec tout ce que je vous ai décrit ici, on doit être à plus de 3000 points en vérité. En fait, c'est le triumvirat d'Ined qui fait monter l'addition. Là, je pense que je dois être à peu près à 3000 sans l'incarne. J'ai pas compté exactement. Là, de toute manière, le but, c'est de vous faire voir à quoi potentiellement ressemble une armée Inari. Mais là, grosso merdo, on est sur un effectif de 3000 points. Il y a de la motojet partout. Il y a toutes les troupes qui sont embarquées ou presque. Il y a beaucoup de volants. Ça doit avoir une gueule terrible. C'est une armée mais rapide comme l'éclair, qui a plein de moves réactifs de partout. Le kiff. Et en termes de présentation, ça ne peut qu'être beau. Et justement, maintenant, on va s'intéresser à comment rendre la chose la plus belle possible en commençant par le modélisme. Donc, on parle d'une armée tellement protéiforme, du coup, son principal enjeu, ça va consister à donner de la consistance et de l'homogénéité à la chose. Et ceci, peut très bien se faire avec des gestes simples. La première d'entre elles, ça va être un gros parti pris. Ce sera tête nue pour tout le monde. Tout le monde sur la table. Pas un seul casque. Ça, d'office, c'est un énorme défi de peinture parce que quand on joue une armée qui voue un culte au dieu de la mort, on va avoir envie de mettre du maquillage, des runes, des tatouages. Donc là, c'est un énorme morceau en termes de peinture de peau. Mais sur une table, le fait d'avoir une armée full tête à nu, c'est d'office en fait, ça ajoute une homogénéité totale parce que ces visages, ils vont pouvoir tous partager certains traits communs comme la couleur des cheveux, comme le maquillage, comme les tatouages en fait qui seront gravés sur leur peau. Donc une belle homogénéité et d'autant plus c'est archi fluff parce que ces mecs là dont on parle, ils n'ont absolument pas peur de la mort. La mort pour eux, ça devient une renaissance. Leur rame est récoltée par Ined et va nourrir en force leurs collègues jusqu'à l'anéantissement total de la race Eldar qui va voir Ined exploser en force et défaire Slaanesh à tout jamais. Les mecs, ils y croient. Donc pourquoi pas faire ça full tête nue et par exemple pour renforcer l'homogénéité, vous allez peindre la couleur des cheveux de la même manière pour tout le monde. Donc premier indice pour gagner en homogénéité. Ensuite, naturellement, le look global de cette armée, il va être très sombre. C'est une armée au service de la mort et évidemment qu'on ne va pas la peindre en jaune ou en rouge flashy. Donc il faut partir d'une teinte sombre. On peut très bien à ce titre s'inspirer par exemple d'une cabale Drukhari existante. Donc on a le vert noir de la cabale du cœur noir, on pourrait très bien partir également sur un bleu nuit ou pourquoi pas sur un rouge carmin façon un peu rouge très dark Flesh Eaters. Je crois que c'est la cabale de la langue venimeuse qui s'habille comme ça d'un rouge carmin. Bref, le choix des couleurs sombres,
il est potentiellement infini. Du violet, ça peut être très cool également. Donc, une fois qu'on a cette couleur sombre, eh bien, vient ensuite le choix de la faction. Parce qu'on a plusieurs factions dans une seule et même faction. Donc là, il y a pas mal de trucs à définir. Le choix de la cabale, du vaisseau monde, du masque d'Arlequin et également des castes potentielles de corsaires et de rangers. Donc, plusieurs armées qui seront unies par une seule et même teinte sombre qui doit unir tout l'effectif. Donc là, naturellement, on peut trouver des collègues. Par exemple, Bieltan et la cabale du cœur noir, c'est vert tous les deux. On peut s'amuser à unifier ces deux factions sous le même vert. Ensuite, pour terminer un peu avec la partie modélisme, on parle ici d'une armée au service du dieu de la mort. Naturellement, on va mettre le paquet là-dessus. C'est-à-dire que les apparats morbides, ils doivent être innombrables. Des crânes, des peintures de guerre, toute forme d'apparat morbide qui va insister sur le côté violent, belliqueux et surtout résolu à mourir pour servir une grande cause. Donc là, à ce jeu-là, les Drukhari, quelque part, ils sont déjà assez evil dans le look. On voit tout de suite que c'est une armée de méchants, quoi. Il y a des pointes partout, tout est effilé, tout est agressif. Donc l'enjeu majeur, il va plutôt pencher du côté des vaisseaux mondes, enfin du moins de celui que vous aurez choisi, car il va falloir sans doute étrier un petit peu son image plus sage de citoyen de vaisseau monde, un vaisseau monde qui abandonne ici quelque part la structure très rigide incarnée par la société Eldar et surtout son conseil des pressions. Si vous vous amusez par exemple à incarner un petit détachement de Ultué, on pourrait imaginer que ces ex-citoyens d'Ultué se lâchent un petit peu en termes de look. Déjà, vous leur mettez la tête nue et pourquoi pas en fait graver leur armure noire de runes sanglantes à l'effigie du dieu des morts. Donc voilà, il y a moyen complètement de tout faire. Donc si vous partez par exemple d'un vaisseau monde très morbide comme Altanzar, naturellement il y aura beaucoup de boulot en conversion et en peinture, mais là en fait c'est un vaisseau monde qui le porte directement. Mais si vous choisissez un vaisseau monde plus sage entre guillemets comme Hyandon, là il y a un vrai défi en fait à donner ce côté un peu punk goth morbide à un vaisseau monde comme Hyandon. Là honnêtement je trouve que c'est pas le meilleur choix parce que voilà, on est en train de peindre une armée au service du dieu de la mort et les mecs sont tout jaunes. Bon, il faut se simplifier la vie de temps en temps, donc pourquoi pas partir sur Ultué ou Altanzar. Je trouve que ce sont largement les meilleurs choix possibles et en plus c'est tout à fait lore accurate. Pour habiller vos Eldar, pour habiller cette partie vaisseau monde, il y a un kit qui vous sera très utile, c'est celui des corsaires, les corsaires Kill Team. Le kit est véritablement truffé de rabios. Ces corsaires sont globalement de base extrêmement cohérents avec l'idée qu'on a d'une armée au service de Ined. Ce sont des errants, ce sont des solitaires. Ils ont vu en Ivren une leaduse, ils l'ont suivi. Et donc ce qui peut être intéressant, c'est d'utiliser en fait pas mal de pièces de corsaires pour kitbasher vos gardiens. Et si on pousse le truc plus loin, on pourrait même carrément utiliser du kit de corsaires pour faire du gardien. Ni plus ni moins. Honnêtement, ils partagent la même armure, c'est juste qu'ils sont beaucoup plus équipés. Ils seront un peu ornementés de fourrure, de cuir, de gemmes, mais en fait, ça pourrait très bien être le profil type d'un gardien qui a pas mal zoné aux côtés d'Ivren et traverser de nombreux conflits. Donc là, en fait, tout est possible et c'est vrai que c'est assez séduisant parce que ce kit de corsaire, il est tellement cool qu'on pourrait très bien l'assembler 4 fois sans avoir 2 figurines en commun. Donc, piste, franchement, assez intéressante pour faire du gardien full custom, quoi. Bon, venons-en maintenant un petit peu à la peinture. La peinture qui va servir, elle aussi, à exécuter cet exercice consistant à uniformiser les couleurs, tout en gardant un certain détachement très marqué d'un type d'unité à l'autre. Donc, respectivement, Ranger, Corsaire, Vaisseau Monde, Drukhari, Harlequin. Donc, pour illustrer la chose, ici, je vais vous présenter mon propre projet peinture.
Vous le savez, cette armée, je l'ai, je vais la faire. Je vais, dans un premier temps, faire la partie vaisseau monde, hein, ça c'est le projet 2026. On verra en fait les Drukhari, je reste un peu accroché au potentiel news de Game Workshop. On verra comment ça se passe. En tout cas, en Craft World, j'ai tout ce qu'il faut et donc je vais commencer par là. Donc, je vais vous dérouler mon propre projet peinture. Ça vous donnera sans doute en fait des idées pour ce qui pourrait être votre propre projet Inari. Et au-delà de ça, je pense que ça va vous donner des idées pour n'importe quel autre type d'armée qui regroupe en fait en son sein des unités radicalement différentes. Parce que par exemple une armée tau où il y aurait beaucoup de Vespid et de Krout, tu vois, à peindre, il faut quand même avoir des idées pour faire ça. Donc ce type d'armée, très bariolé, il n'y en a pas 40 en vérité. Enfin, même, j'ai envie de dire, des Space Marines qui joueraient avec beaucoup d'alliés, comme de l'Assista, du Mechanicum, des Imperial Knights. Là, en fait, ce que je vous propose, là, en termes de méthode, c'est quelque chose qui pourra s'appliquer à tout type d'armée de ce genre. Donc, mon projet peinture à moi, il unifie en fait une grande armée Inari qui va regrouper Cabal du Cœur Noir, Vaisseau Monde de Biel-Tan, Corsair et Harlequin. J'ai pas encore vraiment théorisé la partie Rangers. Et donc, pour ce faire, je pars d'un schéma triple plus les effets de lumière. Ce schéma triple, il va être blanc, vert et violet. Les lumières seront quant à elles orange. Et donc, pour chacune des unités de cette armée, je vais garder le trio de couleurs principales, blanc, vert, violet, mais l'une d'entre elles sera toujours en net retrait par rapport aux deux autres. Ça, c'est une mécanique de base qui vous donne accès à beaucoup de variétés. Par exemple, je vais pouvoir avoir des unités blanc et violet avec une touche de vert, des unités violettes et vertes avec une touche de blanc, ainsi de suite. Les combinaisons sont très nombreuses. Donc un schéma triple comme ça, duquel on met une couleur unique en net retrait par rapport aux autres, ça vous donne une variété de ouf, tout en gardant une belle homogénéité. Donc, pour la partie Biel-Tan, par exemple, la majorité, ce sera du blanc, et donc avec des touches vertes. Typiquement, le gardien Eldar, armure blanche, casque vert. Facile comme tout. Si je veux m'amuser dans cette partie Biel-Tan à faire des variations, par exemple, ces variations, elles pourront concerner les gardes fantômes qui seront, eux, verts et casque blanc. On inverse tout simplement le schéma. Quant aux touches de violet, eh bien, ce sera la couleur dont je vais me servir pour assombrir l'ensemble. Avec du violet, je peux assombrir aussi bien le blanc que le vert. Donc là, typiquement à l'aéro, ça va être ma couleur sombre, donc ma couleur en net retrait par rapport aux deux autres, mais néanmoins présente. Tandis que mes ESL, donc en orange, naturellement, vous voyez le tableau, ce sera de l'orange fusion. Ils représenteront également des effets de bouclier sur mes véhicules. Sur mes véhicules, je vais m'amuser à mettre des pochoirs qui simulent quelque part la fameuse sauvegarde invulnérable des transports Eldar, cette espèce de moelle spectrale répulsive, ce bouclier, un peu l'équivalent d'un Void Shield, qui va en fait s'illuminer dès lors qu'il reçoit un impact. Ça, je vais le faire également en orange fusion. Et à partir de là, il y a des pistes intéressantes à creuser. Cette base de OSL Orange Fusion, elle peut très bien devenir une teinte de base pour autre chose. Et là, typiquement, on pense à des dragons de feu. Là encore, cohérence, vous aurez une escouade dont la couleur principale sera la couleur utilisée pour tous les OSL de votre armée. Et là également, le orange, c'est une couleur qu'on va pouvoir ombrer avec du violet. Donc ça, c'est une idée parmi des milliers d'autres. Par exemple, une armée qui serait bleu nocturne avec des lumières et OSL rouge, typiquement, c'est une armée potentiellement très apte à recevoir une escouade d'araignées spectrales qui, elle, serait rouge. Donc qui reprend la couleur des OSL de toute la faction. Voilà, des idées comme ça, il y en a plein, des OSL bleu turquoise, ça vous donne des aigles chasseurs. Bref, c'est déclinable absolument à l'infini. Donc cette partie Biel-Tan, globalement, c'est majorité de blanc, touche verte, ombre violette. Quant à la partie Cabal du Cœur Noir, on part sur l'exact opposé, ce sera une majorité de vert avec des touches de blanc.
Et là, si je veux faire, par exemple, le mariole à faire des variations, chose que je vais faire immanquablement, j'inverse le schéma et ça nous donne des incubes d'un blanc immaculé, tout comme le sera leur raider. C'est-à-dire que leur transport sera tout blanc. Et ici, si on veut jouer un peu les extrémistes, je suis même pas obligé de mettre une touche de vert. Mon armée Bieltan est à majorité blanche, ça fera pas tâche du tout d'avoir une escouade d'incubes complètement blanc, complètement immaculé. Sauf que là, je vais m'amuser à mettre un peu plus de violet, par exemple sur les tissus. Et les lentilles de leur casque, elles pourront, elles, être vertes. Enfin, vous voyez le genre d'idée comme ça. Le schéma de couleur triple, on peut l'inverser, on peut le varier, on peut switcher les couleurs entre elles. Il y a tellement de possibilités. Et donc là aussi sur cette partie d'armée, donc qui sera plus sombre, hein, j'en ai pas parlé, mais naturellement ce vert dont je vous parle, il sera très sombre. Et bien là encore, tout sera ombré au violet et on peut forcer les ombres davantage que sur la partie vaisseau monde cette fois. Là, la partie Drukhari, on veut qu'elle soit naturellement un petit peu plus sombre, un petit peu plus evil. Si on en vient maintenant à la partie harlequin, eh bien, on va réinverser le schéma de couleur. Cette fois, ma couleur de base, elle sera violette. Violette avec les fameux motifs hexagonaux, blanc et orange. Cette fois, je reprends la couleur de mes OSL pour en faire une petite touche de couleur secondaire. Voilà, les harlequins, base violette, motif blanc, vert et orange. Donc là, ça va nous donner une espèce de kaléidoscope qui sera malgré tout complètement cohérent avec tout le reste. Si on en vient maintenant à la partie Corsair et Rangers, eh bien ici, ça va être la case un peu freestyle. Plutôt que d'inverser le schéma de couleur, à vrai dire, je l'ai déjà fait 3 fois, donc au bout d'un moment, j'en viens à manquer d'options. Donc plutôt que de l'inverser, on peut juste en fait varier les supports. Par exemple, les teintes des armures peuvent devenir les teintes des tissus. Le blanc, il va pouvoir devenir la couleur des armes. Voilà, en fait, je vais garder les mêmes couleurs, sauf que je vais varier. Mes armures, au lieu d'être blanches ou vertes, cette fois, elles pourront être violettes. Et les armes qui auparavant étaient noires, je vais pouvoir les mettre en blanc. Les fourrures pourront être vertes, tu vois, pourquoi pas. Bref, et là aussi, en fait, on peut se lâcher sur la partie transport. C'est que ces transports, ils vont incarner, en fait, cette variété de couleurs. Donc, ça peut passer par des motifs à faire avec des rubans de masquage, des runes, des motifs de camouflage. Tout est absolument possible. Mais en tout cas, cette partie Rangers et Corsair, je crois de toute manière, avec les Harlequins, naturellement, je crois que ce sera les plus difficiles à peindre. Mais du coup, il y a moyen de se lâcher complètement. Et à vrai dire, même de faire un schéma qui serait pas hyper cohérent entre les différents membres d'une escouade. Pourquoi pas en avoir un avec une armure blanche, l'autre avec une armure verte et tout. Moi, je pense aller vers quelque chose comme ça, comme si en fait ces escouades étaient juste en fait le fruit de rencontres de plusieurs factions venant de plusieurs endroits. Il y aura du orange, du violet, du blanc, du vert. Je pense, m'amuser beaucoup avec ces figurines-là. Et de toute manière, elles sont magnifiques. Donc là, faut les peindre à la hauteur, franchement. Donc vous le voyez, c'est pas parce qu'on assemble plein de types d'unités différentes qu'on peut pas avoir quelque chose d'infiniment cohérent visuellement. Et le tout, c'est que au final, ça nous donne, malgré en fait ce camailleux de couleurs, ça nous donne quand même une armée assez morbide. Mais c'est-à-dire que mes couleurs comme le violet ou le vert, ça doit rester sombre pour rester en fait dans un mood très dark et faire péter d'autant plus les effets de lumière qui eux seront orange. Donc là, en termes de méthode, naturellement, toutes mes couches de base, je vais les faire à l'aéro, que ce soit sur l'infanterie ou les véhicules. Mais plutôt que de faire du pré-ombrage comme je le fais naturellement, qui va du noir pur au blanc pur, cette fois le zénithal il va être très léger, c'est-à-dire que mes plus grandes lumières elles seront un peu gris clair. Je vais pas du tout aller jusqu'au blanc pur parce qu'ensuite je veux que par transparence mon vert que j'applique dessus, eh bien, il profite d'un beau dégradé, mais tout en allant pas trop haut dans les lumières. Il me faut pas du tout de vert archi pétant. Il y a une autre option, c'est que, ok, là, je vais peindre toute mon armée avec un vert sombre,
Mais avec cette même couleur de vert, si par exemple je fais un zénital très violent sur une unité, allez au hasard, des scorpions Eldar, cette fois ça me donnera un vert pétant. Sauf qu'il sera exactement dans la même teinte que mon vert sombre. C'est la même couleur avec une lumière différente. Encore une piste pour en fait varier les supports, enfin varier en fait les schémas de couleurs d'une unité à l'autre tout en restant cohérent. Donc zénital très léger, jamais je ne pousse au blanc pur, sauf sur naturellement les parties qui seront tout à fait blanches comme les incubes, et je creuse ensuite toujours les ombres avec du violet. Si je veux un vert plus éclatant, je pousse un peu le zénital et je m'arrête là en fait pour la variété du vert, quoi. Le blanc quant à lui sera toujours éclatant. Il peut lui aussi être très légèrement ombré avec du violet, ça marche mortel. J'ai déjà vu ça sur une armée de Wildcard, c'est magnifique. Et les effets de lumière orange, comme je l'ai dit, là aussi ils peuvent s'enrichir de quelques teintes de violet, comme par exemple jouer sur le côté métal, froid ou chaud. Un métal chaud sera orange, un métal froid sera violet. Encore une piste pour agrémenter vos schémas de couleurs. Et si j'en viens au gros morceau de ce qui sera cette future armée de Brother Maxou, ce sera le weathering. Le weathering, je le veux très poussé. Je veux tout simplement donner l'illusion d'une armée qui a solidement crapahuté à travers la toile. Donc, pour retrouver un vrai dark mode, après tout ce que je fais à l'aéro, naturellement, il y aura une grosse étape d'huile noire pour assombrir le tout. Et évidemment, moult séances de sponging, de cradification avec des huiles de type diverses pour vraiment donner l'impression que cette armée, elle a vu du terrain. Et je pense que plus je vais creuser ce côté un peu grimdark, plus naturellement le côté un peu morbide va s'en ressentir. Donc une armée très abîmée, ça veut dire une armée qui traverse la mort, ça veut dire une armée morbide. Point. Et pour donner plus de corps à l'armée, mais également plus de fantaisie, toute la partie tissu et cheveux seront tous faits d'une base violette qui ira jusqu'au rouge vif. Tout simplement parce que ça fait punk et que ça va néanmoins créer un raccord avec mes lumières orange. Si je mets les cheveux jusqu'au rouge vif, ça va créer naturellement un lien avec mes OSL orange. Bon, vous l'avez compris, c'est un sacré gros morceau, que ce soit le modélisme ou la peinture, c'est tout simplement énorme et j'ai très hâte de commencer. Néanmoins, ce projet Inari, pour ma part, il va devoir attendre. Déjà, il attend que je finisse un peu ce qui est en cours, mais il me reste pas tant de trucs que ça à finir. Je finis ma Death Guard peinard en ce moment, et j'aurai peut-être un ou deux autres trucs à faire avant les Eldar. Mais bref, en plus, je vais commencer par la partie fantôme. Autant dire que cette partie fantôme, elle est un peu hors sujet dans cette émission Inari. Mais ça vous donne une idée, quoi. Ça vous donne une idée du travail, et ça vous donne des pistes possibles à creuser dès lors que vous voulez en fait varier des schémas de couleurs en alignant plein d'unités différentes, quoi. Et honnêtement, le schéma triple plus effet de lumière, ça marche sur tout type d'armée. Je connais pas d'armée qui puisse échapper à l'efficacité de ce truc. À chaque fois, on met une couleur en retrait, on varie, on inverse. Les couleurs de l'OSL deviennent couleurs de base pour certains types de trucs. On fait des rappels. Rouge, violet, ça rappelle un peu l'orange, ça marche très bien. Bref, ça c'est le chantier de ma vie. Bon, on va en venir un petit peu au jeu, ou du moins l'aspect un peu plus logistique du jeu, c'est en gros concrètement comment on va jouer tout ça. Donc naturellement, à la tête d'une armée de 3000 points, vous avez une vie entière à meubler. C'est une armée, comme je vous l'ai dit, mais avec une courbe de progression monstrueuse, que ce soit dans le détachement Inari ou le détachement Eldar Battle Host générique. Là vraiment, on parle de durée de vie infinie, rejouabilité incroyable, des listes que vous allez pouvoir varier et thématiser mais à l'infini, parce que évidemment une armée de 3000 points, ça vous donne accès à plusieurs types de listes thématiques à 1000, à 2000. Une fois le codex bien en main,
vous pouvez même devenir un prétendant sérieux pour pouvoir faire du match-play assez dur, hein. Néanmoins, je crois que cette armée, elle a avant tout vocation à raconter des histoires, et on est sur Ruralameur, donc on n'est pas là pour mettre des 20-0. Néanmoins, je crois que vous le pourrez, hein, avec cette armée, si vous la maîtrisez d'un gant de fer, ça fait tout à fait peur. Bon, et outre en fait cette grande armée, naturellement ensuite on va vouloir faire du petit format et naturellement on va vouloir faire du boarding action. Là les gars, en boarding action vous avez accès à tous les détachements du monde, hein. Vous avez d'office toutes les cartes en main pour jouer le détachement Drukhari générique, qui est un raid de l'espace réel, hein, donc dans lequel vous allez même pouvoir inclure vos incubes, là, dans la liste que je vous ai décrite, enfin, grosso modo, hein, c'était pas une liste figée, mais voilà, il vous suffit de 10 Cabalites, 10 Sérastes et 10 incubes, un QG, que ce soit une succube ou un archon, vous avez votre détachement boarding action et il est absolument cool. Même constat du côté du détachement harlequin. Là, dans la liste que je vous ai proposée, vous n'avez pas l'effectif suffisant, mais en vérité, là, dans tous les détachements Eldar, Drukhari ou Inari qui s'offrent à vous, si vous voulez jouer à boarding action à partir de cette grande liste, en général, ça va consister à racheter une boîte ou deux. Donc une boîte ou deux qui pourront varier vos effectifs de votre grande liste, tout en vous donnant la possibilité de jouer à de plus en plus de détachements boarding action. Donc pêle-mêle, vous avez le détachement Harlequin dont on a parlé dans le Faction Focus qui est excellentissime, et vous avez des détachements plus spécialisés comme celui des gardiens Eldar. Et là, comme je vous l'ai dit, on peut cheater un peu parce que dans cette armée, vous avez des gardiens Eldar, mais vous avez aussi des corsaires. Vous pouvez très bien imaginer jouer vos corsaires en count as gardien. Ça pourrait être tout simplement, puis en plus ce sera très beau. Vous avez également accès à la flèche de Kane, hein, si vous avez l'effectif suffisant en guerrier aspect. Mais bon, comme je vous l'ai dit, on rachète une boîte ou deux. Ça nous donne un nouveau détachement boarding action, ça nous donne des variations de listes supplémentaires pour nos grandes armées, 1000, 2000 ou 3000 points. En gros, de toute manière, le projet Inari, c'est un véritable projet millefeuille qui peut vous donner, je pense, ce qui peut être l'expérience de jeu la plus complète de Warhammer 40 000. Parce que en poussant plus solidement l'effectif de cette liste à 3000 que je vous ai décrit, admettons vous poussez ça à 4000, là ça vous donne accès à des armées thématiques de 1000 points qui sont toutes plus bandantes les unes que les autres, hein. Le Real Space Raid Drukhari, là vous l'avez quasiment clé en main, hein. Une liste 1000 points de Drukhari, c'est vraiment pas difficile à assembler, surtout avec ce matériau de départ Inari là. C'est une très belle armée, c'est juste que là elle est limitée à Cabal plus culte. Il n'y aura pas de coterie et Moncul. Mais le duo Cabal et culte, c'est d'office une très belle armée. On a des raiders, des Venom, des motojets, une grosse escouade d'élite avec les incubes à jouer. C'est tout à fait canon. Et ensuite, avec un effectif encore plus nombreux, on peut aller piocher dans le véritable codex Drukhari cette fois pour faire des listes thématiques de 1000 points, full Cabal ou full culte. Mais bon, dans ce cas, il va quand même falloir pas mal repasser à la caisse pour se payer les kits nécessaires et ajouter les choses auxquelles on n'a pas forcément accès, comme les Hélions. Donc voilà, ça reste une excellente excuse pour jouer les unités non incluses dans ce codex Inari. Bon, si on peut, ça pourrait durer des heures, hein, mais je vous avais parlé de ce détachement lié à Seimham dans le Faction Focus. Évidemment, l'armée de motojets, le détachement Wind Rider Host, qui est à mon sens un des meilleurs détachements du jeu. Écoutez les gars, bonne nouvelle, dans l'armée que je vous ai décrit, vous avez déjà 19 motojets de tout type. Des rangers, des harlequins, des rivers Drukhari, des windriders Eldar. Franchement, vous avez tout ce qu'il faut là pour faire une armée 2000 points, full motojet, trop bien. Il vous restera juste éventuellement à rajouter un petit prophète sur sa moto. Mais bon, celui-là, on aurait très bien pu le mettre dans le détachement Inari, à vrai dire.
Bon, et si on continue, le nouveau détachement Harlequin, là, ouais, je vous avais parlé d'un détachement Harlequin dans l'émission précédente, mais ils l'ont refait dans la foulée. Lors du Grotte Mass, là, ils nous ont refait un détachement Harlequin flambant neuf, bien meilleur que celui dont on avait parlé dans le Codex Review. Et voilà, hein, une armée de 1000 points d'Harlequin, parfait, quoi. Ça enrichit votre liste Inari, ça vous donne accès au détachement Boarding Action. Bam, remultiplicateur de jeux, remultiplicateur de projets. Et si on en arrive aux corsaires, les corsaires, les gars, c'est potentiellement un excellent pari sur l'avenir. Il y a le Prince Ariel qui arrive bientôt, avec des nouvelles unités de corsaires. Hein. Apparemment, c'est des corsaires à jetpack. Il y aurait une nouvelle Viper. Il est fort à parier qu'on aura droit à un nouveau détachement de corsaires qu'on pourrait très bien jouer à 1000 points. Et dans cette campagne de fin de V10, je pense qu'il y aura quelques suppléments en boarding action, et là, idem, un détachement full corsaire boarding action. Donc la partie corsaire de cette armée de Drukhari, bon déjà on aurait tort de s'en passer tellement les figurines tuent, mais elles vont cependant, je pense, représenter un excellent pari sur l'avenir. Un avenir qui se rapproche dangereusement de nous. Et moi j'en ai peur de cette révélation corsaire, je vais vouloir tout avoir, c'est une certitude. Bon, on va peut-être arrêter là. Vous l'aurez compris, c'est un projet de zinzin. C'est un projet qui peut très bien représenter 2 à 3 ans de travail. Hein. Si vous poussez les curseurs en termes d'effectifs, mais les gars, vous ouvrez les portes d'une expérience Warhammer 40 000 infinie. Des listes thématiques à 1000 points partout, des détachements boarding action en veux-tu, en voilà, des armées potentiellement gigantesques à manier via un gameplay mais qui est sans commune mesure. Ensuite, on fait des listes Drukhari, on fait des listes Craftworld, on fait des... Mais c'est interminable en vérité. Vous l'aurez compris, pour moi, c'est tout simplement le projet. Le plus gros projet qu'il soit possible de faire à Warhammer 40 000. Il y a des mecs qui vont me dire « Oui, moi je fais un chapitre entier de Space Marine. » Ouais, ok, très bien. Mais par contre, tu vas jouer tout le temps Space Marine. Là, l'armée Inari, ça vous offre mais des horizons mais incroyables, incroyables. L'Inari, ça vous offre un jeu full Harlequin, un jeu qui sera bientôt full Corsaire, du full Cabal, du full Culte, des alliances, mais de partout, une armée full Motojet. Il y a tellement de trucs. Les guerriers aspects, ils rajoutent une couche mais monstrueuse par-dessus tout ça. Bref, c'est le projet de ma vie. C'est le projet le plus swag, le plus varié. Toutes les figurines de ce projet sont incroyables. C'est pièce majeure sur pièce majeure. En plus, il y a des trucs comme l'incarne. Hein, je veux dire, peindre l'incarne, c'est une aventure en soi. Mais alors, on va pas se mentir, c'est un projet extrême. C'est un travail de fou. C'est clairement pas débutant friendly. Et du côté du jeu, on est sur un gameplay ultra fouillé, ultra tendu, quoi. Vraiment que vous ne maîtriserez pas du jour au lendemain. Mais ça, les gars, c'est du projet qui va tenir sur des années innombrables, qui est complètement tourné dans le sens du lore. Et dans le futur, ça ne va faire que s'étoffer, tout ça. Parmi les Inari viendront se joindre de nombreuses potentielles nouveautés. Donc les corsaires qui vont bientôt débarquer. Et après, d'autres membres de la voie de l'errance, pourquoi pas, s'ils développent un peu la gamme Ranger. Et en guise d'acte final, les exodites. Les exodites. Et encore une fois, inclure des exodites dans une armée Inari, ça variera à vos listes. Il y aura potentiellement un détachement dédié exodite, que ce soit à boarding action ou en 1000 points. Bref, remultiplicateur de possibilités. Bon, si j'en ai fait le projet de ma vie, c'est pas pour rien, vous l'aurez compris. Donc là, ce que je vous ai décrit, outre la méthode de peinture qui sera la mienne, ce que je vous ai décrit, c'est pas forcément ce que je vais faire. Moi, il y aura des surprises en fait dans mon projet Eldar. Comme je vous l'ai dit d'office, il y a une grosse partie armée fantôme, il y a également un avatar, il y a également un chevalier fantôme. Mais en gros, l'armée là que je vous ai dit, moi, ce truc-là, ça va être à peu près multiplié par 2 en termes d'effectifs. Donc armée gigantesque. Les gars, c'est pour bientôt. Je finis ce que j'ai à faire. Potentiellement entre deux, je m'amuse sur un petit projet annexe.
Et après, c'est parti. Donc, c'est notre projet. C'est également mon projet. J'en parle depuis 2 ans maintenant. Il n'est toujours pas commencé. Mais il va venir. Et pourquoi l'ai-je choisi celui-là ? Je vous en ai donné aujourd'hui toutes les raisons. Des raisons innombrables. Des raisons qui font que, oui, pour ma part, c'est bel et bien le projet le plus excitant de tout le 41e millénaire. Écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aura inspiré. N'hésitez pas à creuser la question du schéma de couleur pour des armées protéiformes. N'hésitez pas à venir en parler sur le Discord. À mon sens, c'est une excellente méthode pour varier les plaisirs, pour varier ses troupes, et c'est exactement ce que je vais faire. Bon les gars, on se retrouve très vite pour d'autres émissions. Le mois de janvier, ce début d'année va être assez riche. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. L'annonce des réunions Super Warp entre autres. Il y a également le petit anniversaire de Ruralammer qui a bientôt 2 ans. Les gars, on profite de la vie, c'est la nouvelle année. Bonne année à tous d'ailleurs dans la foulée. Je vous l'ai dit sur les réseaux, mais pas de vive voix. Passez une excellente année tout le monde. Des projets hobby comme s'il en pleuvait, des projets beauté comme s'il en pleuvait, de l'amour comme s'il en pleuvait, des réunions Super Warp à n'en plus finir, plein de copains et un petit peu de pognon, ça peut faire du bien aussi. À ce titre, n'hésitez pas à jeter quelques grains de maïs dans l'enclos Ruralammer lorsque vous faites vos courses chez l'ami My Hobby Place. Ça me fait bien plaisir de me dire qu'un jour, je m'achèterai des figurines grâce à vous et je les peindrai en votre honneur. Portez-vous bien les amis, c'était un vrai plaisir pour moi de faire cette émission. J'espère qu'elle aura été intéressante quand même, mais bon voilà, c'est mon truc à moi, c'était mon projet à moi. Vivement, 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 à tout bientôt les mecs, je vous fais des bisous.